Merci d'être parmi nous au Doc de Paris pour assister à une nouvelle conférence d'experts, ou d'être d'ailleurs devant vos écrans, puisque le plateau d'experts est diffusé bien entendu en direct sur Internet. Vous pouvez également les retrouver en replay. Alors nous allons cette fois parler d'un sujet qui est à mon sens fort intéressant, puisqu'il s'agit des innovations technologiques au service des retransmissions sportives. Pourquoi intéressant? Parce que, on le sait hein, évidemment, le sport demeure, reste, et à mon avis pour un petit moment encore, un vecteur d'audience, que ce soit sur les télévisions broadcast, les télévisions linéaires traditionnelles, également pour les réseaux digitaux, et puis que c'est un secteur également qui attire beaucoup de nouveautés, de technologies. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de faciliter la lecture de certains sports, notamment, même si le foot n'échappe pas, tout le monde connaît le foot, mais on a envie d'en voir toujours plus, d'en connaître plus. Donc ça nécessite, pour une bonne captation TV, d'avoir de nouveaux outils. Alors, pour parler de cette thématique, nous avons 4 invités au parcours au parcours professionnel différents, mais vous allez voir complètement complémentaires. Nous avons complètement à votre gauche sur le plateau Frédéric Gaillard, qui est directeur de production au service des sports de France Télévisions. Bonjour Frédéric. Juste à ses côtés, Éric Cluzot, directeur du développement stratégique chez Orange Events. À côté également, Stéphane Derry, fondateur, PDG de la société GetLive, spécialisée dans l'automatisation des productions, à l'aide de l'intelligence artificielle notamment, vous en parlerez tout à l'heure Stéphane. Et enfin, Norbert Paquet, responsable des solutions de direct chez Sony. Bonjour Norbert. On va commencer par vous Frédéric. Pourquoi je vais commencer par vous? Parce que vous êtes un peu le représentant des chaînes traditionnelles, des chaînes linéaires, qu'il ne faut pas enterrer, hein. Elles sont encore bien présentes, notamment dans le milieu du sport. Encore une fois, quand on regarde les audiences des chaînes de télé, le sport est vraiment le vecteur de rassemblement de la famille devant l'écran. France Télévisions, c'est bien sûr beaucoup de droits sportifs, avec notamment, parce que ça a été d'actualité il y a peu, et ça va l'être encore très très rapidement, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Fred, et par exemple à Tokyo, vous aviez travaillé très en amont, mais vous avez utilisé un plateau virtuel qui a marqué les esprits des spectateurs. Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, effectivement, on s'est lancé dans le virtuel assez récemment, parce que d'autres chaînes ont été précurseurs là-dessus. Nous, on s'est lancé un peu en 2018, 2017, 2018. On voulait vraiment se mettre dans le créneau, parce qu'on trouvait ça très intéressant. Surtout, ça donnait des possibilités incroyables. Donc on a voulu faire absolument un décor virtuel dans l'idée un peu folle de se dire on va se mettre sur la baie de Tokyo. Donc c'était quelque chose, une volonté. Sauf qu'on fait de la remote prod depuis 2008. Et donc on s'est posé une question assez importante, c'était on fait un décor virtuel parce qu'il fallait s'y mettre. C'était quelque chose de très intéressant, mais est-ce que technologiquement on pouvait le faire? Parce qu'on voulait absolument que notre plateau soit réellement à Tokyo. Peut-être, Fred, je vous coupe, mais juste, on peut peut-être regarder la vidéo avant de rentrer dans le détail de la technologie du plateau. Si on peut envoyer la première vidéo sur le plateau virtuel, et je crois qu'il a été primé. Vous pouvez peut-être nous en parler, puisque c'est tout récent, hein. Oui, ça date d'hier soir. On a eu le prix du CIO pour le meilleur programme des Jeux Olympiques. Donc on a eu la médaille on va dire le trophée de bronze pour l'ensemble de la programmation de France Télévisions sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Sachant que les Américains sont numéro 1. Ils sont numéro 1 souvent partout, hein, d'ailleurs. Et en numéro 2, c'était BBC. Donc on a eu le 3e prix, on est très fiers. Et on a eu aussi un prix des programmes courts. Et là, pour le coup, on a eu un trophée d'or. Voilà. Alors le voilà, ce plateau qui a fait parler beaucoup les téléspectateurs. Beaucoup se demandaient, des gens qui ne sont pas forcément du métier, mais il est vraiment sur le haut, ce plateau. Donc c'est dire quand même, il était bien réussi. Oui, ça a créé quelques interrogations, parce qu'au tout début, quand on l'a présenté pour la première fois, tout le monde se disait mais comment ils font pour se rendre sur le plateau? Comment ils vont? Ils vont en bateau, on voit qu'il y a une petite coursive qui permet d'y accéder, mais franchement, donc l'illusion n'a pas duré longtemps, elle a duré 2-3 jours, mais elle a permis au moins de faire beaucoup de buzz là-dessus, et on est assez fiers de ça. Donc avec toute la production, Gilles Sillard, le responsable de production, et Didier Fraisse, qui a été le réalisateur, justement, qui nous a amené cette idée-là un peu folle, qui va sûrement rééditer ça plus tard. Et voilà. Et puis surtout, on s'appuie sur quelque chose qui est quand même fondamental chez nous, c'est que tous ces produits-là, ils sont développés en interne.
C'est-à-dire qu'on a un gros service de vidéographie qui nous a permis, on a pu se reposer dessus, on a pu faire ça avec les premières évolutions sur le Tour de France, sur le Stade 2, et on est monté crescendo jusqu'aux Jeux Olympiques. Du coup, c'est devenu un produit très abouti. Et surtout derrière, on a un système de fabrication de la fabrique qui est très très important et très innovant. Donc ça veut dire que les challenges, on ne va pas les chercher ailleurs, on les fait en interne. On a une force de proposition en interne et on se donne les moyens de le faire. Et quand je reviens sur le défi qui était le plus important pour ces Jeux de Tokyo, c'est que le plateau, il n'était pas à côté de nous. Il était à 10 000 km. Donc comment on réduit le temps de traitement des signaux entre Tokyo et Paris pour que ça marche, les deux. Donc c'était un pari. Et deux, que ça donne vraiment, on puisse réaliser depuis Paris, en remote traditionnel. Donc il a fallu travailler sur les délais, sur la latence des signaux. Et à force de travail et à force de travail surtout sur la largeur de bande et des choses comme ça, on a réduit aux environs de 2 secondes, alors qu'au démarrage, on était entre 4 et 5 secondes. Ce qui faisait qu'on était dans un système encore plus lent que quand on fait du live view ou du satellite. Donc le but, c'était vraiment de se retrouver dans un système qui était ce qu'on a habituellement, c'est-à-dire en dessous de la seconde pour des directs, et avec du virtuel en dessous de 2 secondes. Voilà. Les premières opérations de remote production, d'ailleurs, France Télé, c'était en 2008, c'était Pékin, c'était les Jeux Olympiques. C'était Pékin déjà. 2008, ça avait commencé les Jeux d'hiver d'avant, c'était un peu balbutiement, mais le vrai moment où on a basculé sur de la remote caméra, ça a été réellement Pékin 2008. Et après, on a eu de cesse c'est d'ailleurs le début aussi d'utilisation de la HD, qui était très gourmande en bande passante, donc il fallait ramener beaucoup de feeds. Et là où on ramenait 10 feeds pour Pékin, aujourd'hui, on en ramène 70. 70 plus les 10 des caméras, en grosso modo, on est autour de la centaine. Donc le travail sur la télécommunication et le lien en fibre entre les deux mondes, il fallait qu'il se réduise au maximum. Et là, on était parti sur du travail sur la latence, mais surtout sur le contenu. Le contenu, voilà. Au-delà de cet aspect de remote production, c'était quoi les caractéristiques de ce plateau? Donc développé graphiquement en interne, avec des applications aussi, j'imagine, issues de différents partenaires. Oui, et du coup, on était sur un système ORAD qui nous a permis de travailler sur les caméras qui étaient traquées. On a eu des Panasonic, on avait une grue, on avait un rail. Donc, on avait pas mal de matériel sur place. Et en fait, on ne s'est pas donné de limite dans le matériel ni dans le fonctionnement à partir du moment où ça fonctionnait. Après, tout a été réalisé quand même en interne. C'est-à-dire que les programmes en eux-mêmes, ils étaient rapatriés à Paris. Donc il y avait le temps de rapatriement du signal à Paris, puis le temps de traitement de renvoi à Tokyo. Et parfois, quand on se retrouvait sur de l'athlétisme, par exemple, on récupérait le feed à Paris, on l'a envoyé à Tokyo, il était commenté à Tokyo, il revenait à Paris, il passait l'antenne. Donc ça faisait 3 traitements, et tout ça, on était aux alentours de 2 secondes, 2 secondes et demie. C'était un peu pénalisant quand on faisait une course de 100 mètres, effectivement, mais qui était très, très enrichissant quand on avait des programmes de saut et des vrais programmes, quoi. Voilà. Donc on était plutôt là-dedans. Ouais. Et on a eu aussi pas mal de retours, un gros retour sur les réseaux sociaux, parce que du coup on a fait du streaming sur tous les feeds. Donc on avait à peu près une quinzaine de feeds différents en live, ce qui a permis à beaucoup de gens qui n'avaient pas trouvé dans nos antennes sur lesquelles on faisait des choix, quand même 2-3 c'était plutôt la continuité, France 4 c'était plutôt les sports collectifs. Donc on a permis à pas mal de personnes de pouvoir s'identifier dans leur propre sport, dans leur propre discipline. Et ça aussi, c'est un succès. On est passé, je crois qu'on a abordé les 100 millions de vues sur tous les jeux, et c'est une réussite aussi de ce côté-là. Et sinon, Frédéric Gaillard, quand on parle d'enrichissement ou d'immersion toujours plus importante, c'est ce qui est demandé par le téléspectateur ou l'internaute. Concrètement, pour une chaîne hertzienne, là on a parlé de décor virtuel, mais ça consiste en quoi? J'imagine par exemple France Télé diffuse beaucoup de rugby, et depuis longtemps, oui. Le tournoi destination notamment. Sport qui peut être aussi un peu compliqué à appréhender quand on ne le connaît pas. C'est quoi les recettes justement pour soit mieux le faire comprendre, ou soit apporter encore plus d'immersion pour le téléspectateur?
Disons qu'on essaye de faire des choses innovantes, comme par exemple samedi, où on s'est retrouvé au Stade de France, on a fait de l'ARA sur un système 3D de XD-Motion qui tape dans la salle. Ça nous a permis, des Pixotop aussi, qui nous a permis de faire la réalité augmentée sur la présentation des joueurs. On a l'impression de les traverser. Donc ça, c'est des technologies aujourd'hui qu'on utilise, mais qu'on utilise rarement quand on est sur des gros programmes. Donc le sport nous permet de faire ces choses comme ça, de faire des innovations, de faire des tentatives, et c'est payant. Je pense au Tour de France, par exemple, on est sur des GPS où on sait le data au moment T avec ASO et Euromédia, où on se retrouve dans des systèmes où on peut traquer chaque cycliste. Voilà, j'en passe plein, mais ça permet de représenter les écarts vraiment concrètement des cyclistes sur une carte. Ouais. Et ça, c'est le son aussi, on essaie de travailler sur le son. C'est quelque chose qui est souvent un peu parent pauvre dans la télévision, parce qu'on est souvent basé sur l'image, sur ce que peut être l'image et ce que ça peut apporter comme émotion. Mais le son, des fois, a une dimension qu'on a du mal à traiter sur du sport, surtout en direct, parce que c'est pas quelque chose qu'on va relire ou qu'on va pouvoir repasser. On est vraiment, des fois, et notamment sur les Jeux Olympiques, il y a eu une tentative justement sur ce son immersif, où ils ont carrément, au lieu de faire du son qu'ils ont créé, ils ont repris du son sur les sites à des endroits bien précis. Ils ont recréé une ambiance de stade, même s'il n'y avait pas de public, qui était intéressante parce qu'elle n'était pas fake, quoi. Elle avait quelque chose de très humain et avec une dimension très proche des sportifs. Voilà. Alors Eric, on reparlera peut-être un petit peu de son ensemble. Donc je rappelle que vous êtes chez Orange Events. Un petit mot sur Orange Events, si vous deviez nous présenter, parce que c'est vaste Orange Events. Hein. Oui, Orange Events, c'est la business unit en charge de l'ensemble des prestations techniques. Alors bien sûr de connectivité dans un premier temps, pour l'ensemble des secteurs de l'événementiel. Donc on parle beaucoup de sport aujourd'hui, mais c'est l'ensemble des secteurs de l'événementiel que l'on adresse, que ce soit sur la partie du MICE, donc la partie du corporate et d'institutionnel. On va avoir l'année prochaine, par exemple, la campagne des présidentielles, donc il va y avoir de très gros moyens déployés pour ces campagnes-là. C'est un exemple. Ça aussi, c'est du sport. Ouais. Ça peut être du sport, effectivement. Sport de combat, on le voit déjà, ça démarre fort. L'autre marché, c'est le marché de l'entertainment, donc le marché du sport, forcément, et puis tout ce qui est concerts, festivals, etc. Donc on adresse aussi cette partie-là. Et depuis 5 ans, on adresse en périphérie de la connectivité toute la partie digitalisation des événements. Donc on s'est lancé sur d'abord la partie animation. On est parti sur le modèle corporate. On a accompagné aussi, on a la chance d'avoir des très très beaux événements sportifs en France. L'Euro 2016, on a eu des héritages de l'Euro 2016. On a tous les ans le Tour de France. Tous les ans, on apprend auprès du Tour de France. Tu as parlé de tracking. On y travaille régulièrement. On a participé avec la Ligue nationale de rugby aussi à la recherche de solutions autour de cette partie-là, de la récolte des données data, qui sont véhiculées à chaque fois par la connectivité. L'image aussi, elle est véhiculée par la connectivité. Donc on apprend beaucoup auprès des médias, auprès des organisateurs d'événements, et on est à l'écoute de ces services qu'ils recherchent. C'est comme ça qu'on est amené à évoluer sur les innovations. L'ensemble de nos équipes d'Orange Innovation sont aussi à notre service, je dirais. On va piocher chez eux à la fois la sélection des startups et des entreprises qui développent des innovations que l'on recherche. Quand on a un organisateur qui nous dit tiens, moi pour la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques 2024, j'aimerais bien avoir un système qui puisse tourner autour du coureur pendant la finale, que je puisse montrer ça en direct. Bon voilà, on va se creuser la réflexion et puis on va essayer de trouver des solutions avec les bons partenaires et les partenaires qui sont capables de créer ce genre d'innovation. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis on a nos chercheurs aussi à nous qui développent des solutions et qui travaillent en étroite collaboration avec des partenaires. On a des partenaires comme Dazzle, comme IDView ou comme tout à l'heure, on parlait d'XDMotion. Voilà, on travaille en étroite collaboration avec des partenaires de ce type-là dans l'audiovisuel qui nous permettent de développer des nouvelles solutions.
Alors Paris, c'est bientôt, hein, c'est dans 2 ans, hein, les Jeux de Paris 2024, et c'est juste à côté. Hein. Là, Ça va arriver très très on est vite. quasiment au cœur du. Mais c'est ce que je disais, on a la chance, pardon de te couper, on a la chance d'avoir des événements sportifs extraordinaires en France. On n'a pas besoin finalement d'aller ailleurs pour avoir le niveau très très haut de la compétition. Le Tour de France, c'est quand même l'événement mondial le plus médiatisé quand il n'y a pas les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de foot. On a quand même eu voilà, ces événements-là chez nous. On a eu la Coupe du Monde de foot féminine en 2019, après l'Euro 2016. On a eu un petit peu avant, un petit peu moins connu, mais c'est quand même très médiatisé, c'était les Jeux équestres mondiaux. On va avoir la Coupe du Monde de rugby. Voilà, et puis les JO, j'en parle même pas, ça va être juste énorme. Alors Eric, j'aimerais bien qu'on parle d'une expérience, enfin qui est plus qu'une expérience, mais de ce que vous avez pu mettre en place avec la 360. On en parle un petit peu moins, la 360, qu'il y a 1 an, 2 ans. Néanmoins, en sport, ça peut être une vraie plus-value. Raconte-nous un petit peu ce que vous avez fait chez Orange Event. On a un peu dépoussiéré, je dirais, la 360. C'est un sujet qui titille Orange depuis pas mal de temps. En 2017, il y avait déjà eu une première tentative. Ça avait été présenté par Stéphane Richard. Il était en direct du Palais Brognard en 2018. Et à distance, il pilotait un drone en 360 qui était au-dessus de l'Orange Vélodrome et qui allait interviewer Rudy Garcia. On a fait développer une solution qui permet d'avoir l'interactivité, l'image 360 et la diffusion en même temps. On est sur systématiquement, forcément, quand on parle de connectivité, on recherche le direct. On n'est plus sur de l'enregistré. On a beaucoup parlé de 360, mais c'était assez régulièrement de l'enregistrement ou de la post-production derrière, et après de très très belles images en 360. Nous, ce qu'on recherche, c'est plutôt le direct. C'est d'avoir cette capacité de répondre très vite à un réalisateur dans une image 360 et d'aller cropper des images, de pouvoir justement aller chercher ce type de solution. C'est aussi de proposer sur des chaînes OTT ou sur les réseaux sociaux comme YouTube ou comme Facebook, qui sont capables de proposer des supports 360, d'avoir cette possibilité de multi-écran et de pouvoir avoir des images qui sont complémentaires à ce que propose la télévision et la diffusion télévision. Donc on a commencé aussi par, pas forcément la 360, mais par des images 2D, pour proposer aussi les solutions d'image à tout le monde. Il y a la caméra 360 qui permet ce genre de retransmission, mais qui aussi vient en complément des images que on a testées pour le départ du Vendée Globe. On était à l'intérieur des bateaux, on a proposé des images, et on l'a vu encore pour le départ de la Transat Jacques Vabre ce week-end, c'était proposé aussi, même si ça pixelisait un petit peu. On se rend compte que, encore une fois, la connectivité, elle est stratégique pour retransmettre ce type d'image. Et encore plus pour la 360, parce que c'est assez gourmand en bande passante pour la retransmission des images. Et puis la voile, c'est un bon exemple de sport qui peut être difficile à filmer, sauf si on y met les moyens et si on y met de la technologie, justement, pour la mettre en valeur. Voilà, alors le rêve, j'en parlais tout à l'heure, des recherches innovantes, c'est de pouvoir couvrir un Vendée Globe de bout en bout, de pouvoir avoir ces images que l'on pourrait avoir de l'ensemble des skippers, du départ jusqu'à l'arrivée. Aujourd'hui, on commence à avoir quelques petites vidéos qui remontent, mais si on peut avoir une retransmission de l'ensemble de la compétition avec des très très belles images de tout ce qu'ils vivent en immersion, parce que on s'imagine même pas, on va peut-être en parler juste après du son, mais on s'imagine même pas ce que subissent ces héros de la mer pendant plus de 3 mois. Oui, alors c'est vrai qu'ils sont en plus aujourd'hui, ils ont dans leur cahier des charges l'obligation de faire des vidéos quasi quotidiennes. Ça fait partie du jeu aussi pour vendre le bateau aux partenaires, pour avoir une meilleure visibilité. Alors quand est-ce qu'on pourra être tout le temps à leur côté? Ça va demander un petit peu de temps, j'imagine, parce que d'un point de vue technique, on s'en rapproche, mais c'est compliqué encore, j'imagine. Aujourd'hui, il y a effectivement les partenaires ont besoin de cette visibilité. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'affichage, il y a aussi la présence sur les réseaux sociaux. Expliquer pourquoi un partenaire est présent sur telle ou telle compétition, c'est important. Et justement, par ces systèmes qui sont proposés maintenant, comme le 360 ou comme des moyens très légers, où je peux faire une émission très rapidement en invitant des personnes dans un salon virtuel et en pouvant en discuter à distance avec d'autres personnes, eh bien, ça permet de mettre en avant la marque qui se propose d'être partenaire sur un événement. Donc c'est vraiment une nouvelle surface
que peuvent explorer les partenaires pour présenter leur marque et être présents sur l'ensemble des réseaux finalement. Frédéric Gaillard a commencé à en parler, l'immersion par le son. Pareil, chez Orange Events, vous avez fait des choses dans ce sens-là. Oui, tout à fait. On travaille avec, comme je disais, on travaille assez régulièrement avec des partenaires, avec des startups. Donc une startup comme Augmented Acoustic qui est venue nous présenter un service qui nous intéresse beaucoup puisque il est à la fois très RSE puisque ça permet à des personnes, ça pourrait permettre à des personnes qui sont par exemple non voyantes d'avoir les commentaires. Ils sont dans le stade et ils ont les commentaires qui leur sont proposés. Ils peuvent suivre la compétition de manière très simple avec ce service-là. Et puis aussi, c'est choisir différents types de sons. J'ai peut-être envie, moi, parce que je suis fan, et c'est une demande de l'organisation du Tour de France, par exemple, d'entendre le son du peloton, d'avoir parce que j'adore le vélo et j'ai envie d'écouter ce qui se passe à l'intérieur du peloton. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout entendre et tout écouter, il faut que ce soit tout cela sécurisé, mais ça peut avoir cette dimension et aujourd'hui il y a des solutions qui existent pour choisir, changer de commentateur, changer d'ambiance, écouter l'ambiance du virage de droite plutôt que celle du virage de gauche, etc. Voilà, il y a ce type de solution qui arrive sur le marché et que l'on est en train de pousser et de développer. D'ailleurs, on voit que sur l'immersion sonore, c'est plus tellement la technologie qui bloque, mais c'est souvent ceux qui font qui gèrent les compétitions et qui ont parfois pas envie qu'on entende certaines conversations. Donc c'est souvent là que ça bloque. Le rugby a été plutôt un sport novateur dans ce sens-là parce qu'ils ont besoin de se faire connaître et de se faire mieux comprendre. Donc ils sont plutôt ouverts. Le foot, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas toujours envie, enfin en tout cas, le monde du foot n'a pas toujours envie d'entendre que le téléspectateur entende ce qui se dit sur le terrain. Il y a des exemples qui sont, je pense que Canal+ le fait avec la F1. On voit des échanges, on entend des échanges qui se font entre le pilote et le directeur de la team. Toujours. Ils sont toujours filtrés quand même. Mais voilà, mais c'est filtré, donc ça peut se faire. Je pense qu'il y a les moyens de filtrer, de retransmettre avec quelques secondes de décalage ce qui s'est dit. Forcément, oui, il y a ce blocage, c'est un peu terrain glissant sur certaines compétitions, effectivement. Stéphane Derry, Stéphane, on te connaît via la société GetLive, notamment, donc, comme je le disais tout à l'heure, pour l'importation de systèmes de captation automatisés. On va en parler un petit peu. Mais aussi pour des applications qui nous concernent encore plus aujourd'hui, des applications d'enrichissement en fait, pour le spectateur. Parle-nous peut-être déjà un petit peu de GetLive, des outils que tu proposes. Alors pour rester général, en fait, l'idée de GetLive au démarrage, moi je viens du monde du premium, mais je suis tombé sur un chiffre un jour où je me suis rendu compte qu'il y avait seulement 1% des événements sportifs qui étaient captés et diffusés. 1%, c'est pas beaucoup, c'est les Champions League, c'est les Coupes du Monde. Et les 99% restants, c'est soit des sports qui n'ont pas leur place à la télévision traditionnelle, mais qui ont quand même un public, malgré tout. Et l'idée, quand on fait une prestation, c'est d'envoyer du personnel, c'est d'envoyer des quarts vidéo, etc. Donc ça coûte cher. Il y a beaucoup de matchs à couvrir. Et avec les outils actuels, il est totalement impossible de couvrir en tout cas l'intégralité d'une compétition. Donc je me suis tourné vers un partenaire qui s'appelle Pixelot, qui développe une caméra à base d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme ce qu'on fait sur un téléphone. La caméra est une caméra 8K. Donc, on a un plan panoramique, c'est-à-dire un plan un peu plus large qu'un plan large. Et c'est la possibilité d'aller zoomer, cropper dans l'image de manière très importante, puisqu'avant de descendre dans la définition HD, il y a une marge de manœuvre qui est élevée. Et à partir de là, on relie ça à un logiciel qui a appris avec des réalisateurs quels sont les réflexes du réalisateur. Dès qu'il y a une action, on va zoomer dans l'image, etc. Donc, elle reproduit exactement la même chose, puisque le sport a la particularité d'être très scénarisé. Et du coup, la caméra va pouvoir filmer toute seule et diffuser toute seule, faire l'habillage, le score. Bon, évidemment pas les commentaires, mais on peut rajouter une couche de commentaires sur ces images-là. Et à partir de là, ça donne l'accès à des clubs, à des ligues, à des compétitions, de pouvoir installer dans des lieux où se passent les matchs des caméras automatiques qui vont intégralement filmer tout ce qui va se passer dans ce lieu-là. Donc ça, c'est le point de départ d'une caméra utilisant l'intelligence artificielle. Et à partir de là, il y a plein d'applicatifs qui peuvent être dérivés.
Il y en a un qui est assez bien expliqué sur une vidéo qu'on peut On peut la passer. lancer si, Allez, si la tu le vidéo souhaites. de Stéphane Derry. Où en fait, comme vous l'avez compris, on part d'un plan panoramique, c'est-à-dire un plan très large. On peut éventuellement couper le son. Et le principe, c'est que le spectateur va pouvoir recevoir l'image sur un ordinateur, sur une tablette. Pour faire ce qu'il fait, c'est plus pratique sur une tablette. Regarder le match en direct, réalisé, ou revenir sur un plan panoramique et aller lui-même choisir les plans qui présentent un intérêt. Donc, il peut zoomer sur une équipe, même s'il ne se passe rien dans son camp. Il peut traquer un joueur parce qu'on est dans le sport aussi non premium. Donc, ça peut être un enfant qui joue, ça peut être plein de choses. Et avoir un match uniquement avec le suivi d'un joueur particulier. Et tout ça, évidemment, étant relié à Internet, avec la possibilité d'enregistrer des séquences, de les partager. Alors, en accord évidemment avec les ayants droit, en général, ils ont une tolérance de 15-20 secondes, donc ça se programme sur l'appli, et la possibilité de le partager, là c'est sur Facebook, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être n'importe quoi, et ça contribue en fait à la renommée de sports qui n'ont pas les moyens, encore une fois, de faire leur communication de manière traditionnelle. Donc ça, c'est un applicatif. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas forcément illustrés par des vidéos comme ça, mais je donne un exemple. Quand vous filmez un match, à la fin du match, la machine va séquencer les différentes timings du match. C'est-à-dire qu'elle va repérer où sont les buts, où sont les fautes, etc. Tout ça apparaît sur une timeline, comme sur un système de montage. Et il est possible de sortir un highlight, c'est-à-dire les 3, 4, 5 minutes de match intéressant. Sachant qu'aujourd'hui, alors, c'est pas forcément ma façon de consommer le sport, mais il y a beaucoup de gens qui, plutôt que de regarder 1h30 d'un match, vont regarder 10 matchs pendant 5-6 minutes. Et c'est vrai que l'avantage du highlight, c'est qu'il va ne donner que les temps forts de ce moment-là. Donc ça aussi, ça fait partie des applications qu'on développe pour on va dire, essentiellement du second écran quand même. Mais une autre façon aussi d'aborder le contenu sportif. Oui, puis il y a presque une double exploitation. Il y a l'exploitation, comme tu l'as dit, d'aller couvrir des sports qui ne le sont pas par ailleurs, faute de moyens souvent. Et puis au-delà de ça, il y a même une application, au-delà de s'adresser à un spectateur, il y a presque des applications techniques. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi d'avoir ce type d'outils pour un entraîneur, pour des joueurs. Exactement. Alors, c'est toujours assez amusant parce que quand les clubs ou les ligues achètent ce genre d'équipement, c'est évidemment pas les entraîneurs. Et ils découvrent un peu la machine. Pour eux, c'est une espèce de robot qui filme tout seul. Bon, la qualité étant bien, ils en sont contents. Et puis tout d'un coup, ils découvrent toute la couche qui peut leur servir pour le coaching, ce qu'on appelle le coaching, puisqu'il y a des applicatifs qui existent autour de la licence et qui permettent de le faire. Et en fait, dans la pratique, comme il y a souvent beaucoup plus d'entraînement que de matchs, enfin, en général, il faut espérer en tout cas, c'est finalement plus l'entraîneur qui va utiliser ces applications que finalement la diffusion qui va se faire 1 fois, 2 fois par mois, quoi. Et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un dialogue avec les joueurs, puisque tout ça, comme on l'a dit, est sous forme d'application. Donc le joueur, si vous lui donnez l'accès, va recevoir les moments. Et plutôt que de lui expliquer, là, sur telle action, tu l'as mal joué ou quoi que ce soit, c'est sélectionner la vidéo, de lui montrer. Et on est dans un monde où, évidemment, c'est beaucoup plus parlant pour tout le monde quand ça se passe comme ça. On est sur des systèmes plutôt destinés au sport collectif, au sport en salle, au sport extérieur Alors, pour le moment, ça ne fonctionne qu'en sport collectif. Pour une raison très simple, le sport collectif, c'est très scénarisé, comme je le disais, c'est assez facile à expliquer à une machine. Le sport individuel, par définition, c'est des exploits individuels. Donc c'est beaucoup plus difficile à faire prévoir à la machine. Donc il n'y a pas de tennis, il n'y a pas enfin il y a beaucoup de frustration autour de tout ça. Il y a quand même 16 sports collectifs qui sont couverts. Tous ne sont pas représentés en France. Il y a des sports qui n'existent qu'en Asie, etc. Mais bon, le football, le hand, le basket, etc. Tous les grands sports existent. Et l'avenir, effectivement, peut aller vers des sports individuels. Mais pour le moment, c'est plus un souci de machine learning, c'est-à-dire qu'il faut du temps à la machine pour comprendre les règles du sport. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile à faire sur des sports individuels. Et j'imagine qu'avec le développement quand même de l'intelligence artificielle, c'est une question de temps, mais on y arrivera. Ça évolue tous les mois, mais c'est vraiment même pas une façon de parler. Et puis, c'est vrai alors je m'en réjouis pas, mais on s'en serait tous passés, mais avec l'épisode Covid, ce type de production a pris de plus en plus de place, puisqu'en 2021, pour te donner une idée, ça va représenter un peu plus de 2 millions d'heures captées dans le monde. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'images. Et forcément, plus la machine tourne, plus elle apprend aussi.
Et derrière, il y a tout un backup de techniciens qui, eux, préparent déjà les applicatifs de demain par rapport à tout ce contenu qui arrive tous les jours. Donc, il y a encore beaucoup de surprises. Ouais. Et puis c'est vrai que plus on a d'images, plus il faut savoir les utiliser, aller chercher les choses au bon endroit. Donc ça, c'est des applicatifs qui sont essentiels aujourd'hui et qui vont continuer à se développer. Ouais, sans compter aussi les problèmes de stockage et de connectivité. Ça, c'est ce qu'on disait toujours. C'est vrai que l'inconvénient qu'on peut avoir, c'est que plus on descend dans des compétitions ou sur des sports non premium ou silver, enfin on peut les appeler comme on veut, plus on se retrouve dans des salles où on peut avoir des soucis. La seule contrainte de ce genre de technologie, c'est Internet. Voilà. C'est la raison première pour laquelle on essaye aussi d'avoir des partenariats avec des opérateurs comme Orange, parce qu'à un moment, c'est vrai que quand on arrive dans une salle et qu'il n'y a pas d'Internet, là, rien ne pourra fonctionner, puisque tous ces systèmes-là sont des images qui sont renvoyées sur le cloud et qui redescendent derrière réalisées avec un traitement assez faible de 3-4 secondes en moyenne. Mais sans Internet, évidemment, il n'y a rien qui remonte, donc rien qui redescend. Norbert Paquet. Alors le sponsoring et la publicité, ce sont évidemment des éléments clés de la retransmission sportive. Alors peut-être pas celle dont on vient de parler, c'est-à-dire celle qui n'est pas premium, mais en tout cas celle des grosses chaînes, celle du foot, du tennis. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles de Parallel Ads, qui est une application vraiment dédiée à la publicité sur les écrans. Oui, alors Sony est connu pour tout ce qui est création d'images, les outils qui vont être mis à disposition. Même aujourd'hui, on fait de la data avec notre filiale Okai, par exemple, qui est sur tout ce qui est referring en sport. Mais on a également un travail avec des partenaires pour monétiser les contenus. Et aujourd'hui, par exemple, on fait beaucoup de publicité autour des stades via des billboards. Et là, on a travaillé avec une société dont l'applicatif s'appelle Parallel Ads. La technologie est une technologie allemande qui s'appelle Digital Content Multiplication. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tailboards LED autour des stades qui diffusent de la publicité, qui sont filmés par les caméras. Et ces événements, pour les premiums en tout cas, sont diffusés à l'international. Je ne vais pas citer de marque, mais une marque franco-française diffusée dans un stade pour un public français fait sens pour les ayants droit. Mais pour l'ayant droit qui va racheter les images pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Japon, etc., lui, il n'a pas forcément d'intérêt. Et donc pour l'ayant droit, ce qui va être intéressant, c'est de dire je vais pouvoir personnaliser les contenus publicitaires qui vont être diffusés ou le message qu'on va pouvoir mettre également en réalité augmentée, etc. Donc pour ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé en étroite collaboration avec cette société qui va venir insérer des contenus supplémentaires qui sont invisibles à l'œil nu. Et là, il y a des brevets qui sont déposés pour éviter que ces contenus insérés viennent perturber l'œil humain pour pas qu'on crée de flickering, etc. Et nous, ce qu'on va faire, c'est avec nos caméras, comme aujourd'hui les capteurs sont capables de travailler à très haute fréquence, on va être capable de capturer ce qui est visible à l'œil nu, mais également ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Et ce qui fait que la réalisation se retrouve avec un signal pour la France, un signal pour l'Italie, un signal pour le Japon, etc. Techniquement, aujourd'hui, on s'allait jusqu'à 8 signaux différents, puisque nos caméras standards sont capables d'aller jusqu'à 400 images secondes, sans rentrer dans des plus hautes fréquences avec des caméras spécialisées. L'avantage de ça, c'est que ça ne nécessite aucune calibration. Et ça, pour les prestataires qui doivent mettre en œuvre tous ces systèmes, parce qu'on pense également à eux, ils arrivent, ils déploient leur caméra dans le stade, ils déploient leur car régie où ils font de la remote prod, ça s'applique à n'importe quel modèle. Ils ressortent les signaux et ils distribuent les différents habillages en fonction des marchés qui sont... Oui, elle est là, la réelle nouveauté, elle est là. C'est-à-dire qu'avec une seule production, vous arrivez à faire cette différence de signaux, enfin en tout cas de publicité, chose qui était déjà possible avant, mais avec des systèmes beaucoup plus complexes d'organisation de production. Exactement. Avant, la manière dont c'était fait, c'est par exemple sur un match de foot, vous avez la caméra 1 qui va être 85 à 90% à l'antenne, plus les caméras complémentaires pour raconter l'histoire, uniquement la caméra 1 avec un système de tracking, de calibration. Si la caméra, le trépied bouge d'un centimètre, tout est fichu. Ils venaient faire, en post-production, globalement, un remplacement virtuel de la publicité. Mais ça, encore une fois, c'est valable uniquement pour la caméra 1. On ne l'a pas sur les ralentis, on ne l'a pas sur les autres signaux. Là, avec cette technologie-là, n'importe quelle caméra placée autour du stade peut bénéficier des inserts supplémentaires qui soient publicitaires, mais ça peut être également sur des applications informatives. Et comme maintenant on utilise beaucoup de backdrop LED dans les studios également, on peut imaginer plein d'autres applications à partir de ça. Qu'est-ce qu'on fait, Norbert? On regarde la vidéo? On peut regarder la petite vidéo. Allez. Due to a unique partnership between Sony and AGS, an application called Parallel Ads has been created. We had the ability to really step up, and the relationship to Sony got closer and closer. The audience for live sport has become more global.
The commercial benefits for the rights holders are really very significant. And now the Premier League, or for example, the Alors là, je peux le Champions League, commenter. Vous these voyez like les true images global avec le split screen. C'est la même caméra, c'est le même moment, c'est vraiment en temps réel. Vous avez la sortie avec les deux images qui sont faites. Donc TGS, qui est la partie TGI, pardon, qui s'occupe dans le groupe AGS de disposer l'headboard, insère les publicités que vous voyez sur leur élément. Et nous, la caméra va filmer plein de contenus différents. Donc on a eu des grands événements comme la FA Cup qui a utilisé ce système-là. On l'avait fait sur du top 14 en essai pour le public japonais il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, ça se déploie sur plein d'événements sportifs. Évidemment, le football étant un des sports premium permettant de monétiser au niveau des ayants droit le plus ce genre d'application, c'est le premier sport sur lequel on a travaillé. Mais comme il y a eu la Coupe du Monde du rugby au Japon, ça les intéresse aussi. Une pub en japonais avec les caractères en kanji ou en hiragana, ça ne nous parle pas forcément. Le transposer en langage alphabet latin, ça fait sens. Et donc ça permet d'aller sur n'importe quel sport. On l'a fait sur de la NFL, on l'a fait, vous l'avez vu, sur du golf juste avant. Et ça, c'est vraiment la liaison entre les caméras et les systèmes tiers. Et c'est ce qu'on fait beaucoup, on en a parlé dans la conférence. Nous, Sony, on est connus pour nos caméras principalement, et on fait plein d'autres choses bien évidemment. Mais nous, c'est de mettre nos caméras au service des différents outils d'habillage qui vont raconter l'histoire ou qui vont permettre de monétiser l'histoire, parce que ça, c'est encore une autre partie de Et l'histoire. aujourd'hui, Norbert, la limite, c'est 8 signaux différents, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, la HDC 5500, c'est capté jusqu'à 400 images par seconde. Donc évidemment, c'est dérivé 8 feeds différents. Après, d'un point de vue pratique, faire 8 signaux internationaux différents, derrière en termes d'infrastructure, ça peut être assez lourd. Ce qui s'est fait aujourd'hui de manière pratique et commercialisée, c'est 4 feeds. 6 feeds, ça va encore. À 8, ça devient un petit peu dur pour l'infra qu'il y a derrière. Alors tout à l'heure, on parlait d'immersion, mais évidemment, l'immersion, ça passe aussi peut-être avant tout par la qualité de l'image. On est passé au 4K, on peut aller encore beaucoup plus loin. J'imagine que voilà, l'évolution de la taille des capteurs est aussi un facteur déterminant, et puis bien sûr le HDR. Alors, il y a plein de sujets. On a parlé d'immersivité avec l'audio, l'image avec le HDR. On peut parler de la résolution. Alors, la NHK sur les jeux d'été au Japon, on fait de la 8K. Ça reste encore assez confidentiel parce qu'après, il faut les tuyaux pour véhiculer ça jusqu'au client final. Mais il y a la partie immersive. Le grand capteur, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qui a été fait par pas mal de ligues. Dans la Liga, ils ont eu un award de Sportel d'ailleurs sur ça. C'est l'utilisation de caméras grand capteur en bord de terrain, pour la présentation des joueurs également, pour donner un aspect plus immersif sur les émotions, parce que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est de retranscrire un sport, une émotion à un spectateur. Tu parlais de rassemblement en introduction de la conférence. Eh ben, c'est ça finalement que les producteurs essayent de mettre en œuvre, et nous on fournit ces outils. Donc le grand capteur aujourd'hui vient un outil supplémentaire pour raconter l'histoire, comme peuvent l'être plus de caméras, la réalité augmentée, les systèmes de caméras qui bougent, la Spider-Cam, on parlait de XD Motion tout à l'heure, qui fait des choses extraordinaires quand on le couple avec de la réalité augmentée. Voilà, nous on va être là pour fournir les outils d'imagerie qui vont être ensuite utilisés de manière illimitée pour du storytelling dans le sport. Le ralenti, évidemment, fait partie aussi des axes de travail de tous les fabricants. Il y a bien sûr des spécialistes du ralenti, mais c'est un élément aussi clé pour voir la goutte de sueur sur le front du sportif. Le ralenti pour décortiquer une action, pour analyser une action, c'est vraiment fort. Aujourd'hui, encore une fois, on arrive à faire des choses extraordinaires au niveau des capteurs, dans leur sensibilité, dans la densité de pixels. Parce que quand on parle d'une caméra ultra haute définition, c'est quand même 8 millions de pixels condensés sur une pièce de 2 €. Donc, il faut avoir la capacité de capter cette lumière. Et quand on va faire scanner un capteur à 400, 800 ou plus de 1000 images par seconde, eh ben ça, c'est un challenge qu'on arrive à réussir avec les capteurs modernes. Et derrière, ça reste des outils que les créatifs, les producteurs ont à leur disposition. Et derrière, ils nous font des images extraordinaires. Comme en tant que consommateur, j'ai pu vivre les jeux. J'ai découvert l'escalade personnellement. Voilà, ça c'est magnifique, avec l'enrichissement graphique, avec les positions de caméra, avec le ralenti quand on voit la main qui lâche. Donc tout ça, c'est des éléments d'expression artistique pour raconter une histoire. C'est valide dans la plupart des sports. Et on fait également aujourd'hui des petits capteurs pour des caméras avec de l'intelligence artificielle. Alors, l'enrichissement graphique, c'est vraiment important. Les statistiques aussi, il faut être novateur aussi en fonction des sports pour se dire, tiens, cette stat-là, elle va pouvoir être intéressante pour expliquer un sport. C'est aussi encore des choses qui, malgré tout, restent réservées en termes de coûts à des sports premium. On a vu quand même qu'on en avait déjà des stats, des choses comme ça sur des sports un peu moindres grâce à l'automatisation. Néanmoins, aujourd'hui, ça coûte encore cher de faire de
du graphisme de qualité et d'enrichir l'image par ces outils-là? Qui veut répondre à cette question? En fait, ça dépend en fait de ce qu'on veut offrir comme graphisme. Si on reste dans du 2D ou du 3D à plat, quelque chose de très simple, c'est pas très cher. Il y a beaucoup d'outils maintenant aujourd'hui qui sont pas chers, même votre portable peut le faire. Mais dès qu'on rentre dans des systèmes qui sont plus, on va dire, dans un travail de 3D ou un travail de recherche à avoir de la dimension ou de la profondeur, là forcément on rentre dans du système qui ramène plusieurs couches et qui met des moteurs de recherche en plus plus performants. Donc on rentre dans des systèmes qui sont plus proches des ordinateurs qui font de la réalité virtuelle que sur du graphisme réel. Mais c'est vrai que de plus en plus on nous demande de rentrer de plus en plus dans les spécificités d'un sport ou dans l'explication, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de sports qui évoluent et certains qui se complexifient. Et il y a une recherche d'explication pour le grand public. Alors nous, on est plus grand public en tant que vieille télé, mais dans les télévisions qui sont plus spécifiques dans certains sports de nos concurrents, ils ont toujours la recherche pour trouver l'identité à travers ça. C'est un nouveau nom. Et comme on a aujourd'hui ce qu'on appelle le deuxième écran, aussi la plupart des consommateurs du système hertzien font aussi en parallèle le deuxième écran et recherchent des informations sur les deux écrans. C'est pour ça qu'il faut être complémentaire aujourd'hui, même dans une télé hertzienne. Hertzienne, ouais. Et justement aujourd'hui chez France Télé, on a parlé, tu as commencé à en parler tout à l'heure à l'occasion des Jeux Olympiques, puisque toutes les disciplines étaient retransmises sur le net. Aujourd'hui, il y a une complémentarité entre les programmes sport. Est-ce qu'on peut retrouver sur le second écran? Enfin, il y a des choses en développement. On sait que, je vais citer des concurrents, j'en suis désolé, mais Canal est très bien placé sur la Formule 1, par exemple. D'ailleurs, c'est la Formule 1 elle-même qui propose ces systèmes-là. Il y a des réflexions, j'imagine, aussi portées de votre côté. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont en développement, j'ai l'impression. Oui, du côté secteur développement et innovation à France Télévisions, on a un secteur qui est d'ailleurs présent sur le salon, qui fait des recherches permanentes sur ce que ça peut nous apporter. J'aurais tendance à dire que France Télévisions est une chaîne pluraliste. Et donc du coup, on n'est pas forcément focus sur le sport. On a vraiment besoin d'être plus dans l'explicatif, dans le grand public, dans quelque chose qui est plus... abordable à tout le monde. Donc, quand on commence à rentrer, comme nos concurrents, très sportifs, ils sont plus innovateurs dans ces mondes-là parce que c'est leur recherche aussi de leurs abonnés qui cherchent à trouver toujours le petit quelque chose qui va bonifier leur antenne pour avoir plus d'abonnés. Nous, notre besoin, c'est quand même d'innover, d'essayer de trouver des moyens de s'y différencier, c'est vrai, mais on a toujours cette obligation de rester très public, très ouvert, que n'importe quelle personne qui va venir voir un match de rugby, par exemple, il n'est pas forcément rugbyman. C'est un fan de rugby, mais c'est pas forcément quelqu'un qui est puriste dans le rugby. Donc, si on commence à lui raconter de ruck et puis de turnover et ainsi de suite, ça le perd. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'émotion, c'est le côté grand public, le côté événement qui va l'intéresser, Donc, du coup, on est obligé d'en donner un peu à tout le monde. On est moins puriste, on va dire, effectivement. Mais ça n'empêche qu'on reste dans la recherche permanente de trouver des innovations qui puissent parler à tout le monde. Tu voulais rajouter quelque chose, Stéphane? Oui, je pense que sur l'évolution du data, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une source de revenus qui est devenue très importante pour les ayants droit, qui est le pari sportif. Et aujourd'hui, ça génère beaucoup d'analyses de data, puisqu'il y a des paris sur des choses assez incroyables, et donc qui nécessitent des analyses de chaque image, de chaque position de joueur. Et plus on développe le pari sportif, ce qui est le cas à l'heure actuelle, même si c'est un peu sulfureux comme débat, et plus les datas doivent être performants. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément très important, et bizarrement, encore plus sur le non-premium, puisque le pari sportif est une source très importante du financement des compétitions sportives non premium, en plus de la publicité qui évidemment, alors là on parle plus d'Amazon mais ça va être du commerce de détail local, etc. Mais je dirais c'est une vraie chance pour l'analyse data d'avoir ce boost qui est donné par le pari sportif.
Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. On a parlé beaucoup de sport devant les écrans. Moi, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet un petit peu différent mais complémentaire. C'est l'enrichissement du spectateur dans le stade, ou vraiment, oui, dans le stade d'ailleurs. Aujourd'hui, je continue sur l'exemple du rugby. On va voir un match de rugby. Bon, c'est facile d'avoir les commentaires avec son smartphone, mais est-ce que justement, il y a des choses qui sont des applications proposées davantage à la personne qui va dans le stade et qui a peut-être des besoins supplémentaires qu'il n'a pas en regardant simplement face à lui ce qui se passe sur le terrain. Alors, c'est au Japon encore, on a fait ça dans des stades de baseball. Le baseball, c'est le sport premium par excellence au Japon. C'est pas le football là-bas, malheureusement. Mais sur le baseball, on a travaillé avec différents stades pour justement mettre à disposition. À la fois, on parlait de connectivité tout à l'heure avec les premières expérimentations autour de la 5G, qui vont amener cette faible latence qui va permettre d'alimenter un deuxième écran ou un premier écran, puisque finalement on est déjà face à l'action dans le stade, pour donner de la data, pour donner des ralentis, pour donner accès à des contenus. Et grâce à la 5G, grâce aux faibles latences proposées pour la 5G, ils ont mis ça sur des places VIP avec des tablettes qui permettaient de sélectionner des angles de caméra pour aller voir un super home run, je ne sais pas, une manière de taper la balle, un effet qui a été donné par le lanceur. Et tout ça, c'est des enrichissements, des expériences qui sont proposées dans les stades. On sait qu'aujourd'hui, les stades sont de plus en plus connectés. C'est une expérience pour les familles d'aller au stade, de la billetterie jusqu'à son siège, avant le match, après le match. Et donc, tous ces outils-là de connectivité avec soit la 5G, soit des Wi-Fi faible latence, on arrive aujourd'hui à proposer des enrichissements via l'audiovisuel, parce que même les stades aujourd'hui sont équipés de régie, soit pour la partie entertainment, mais récupèrent également le flux audiovisuel. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà essayé au Japon dans les stades de baseball et qu'on pourrait voir arriver dans nos marchés européens assez rapidement. Eric, dans ce domaine-là, peut-être Orange Events a aussi des expériences ou travaille sur des choses. C'est une question qui est importante maintenant. On en parle beaucoup et on en parlera tout à l'heure en conclusion, aussi dans l'optique des Jeux de Paris avec une vraie volonté à ce niveau-là. Complètement, les Jeux de Paris, ça va être très diversifié. Il va y avoir des compétitions partout, beaucoup de compétitions en même temps. Ça va être difficile pour tout le monde de suivre. On l'a vu pour les Jeux de Tokyo. Et ce qui vient d'être dit, il y a cette volonté de retransmettre à l'intérieur du stade de l'émotion aussi, parce que on peut être à l'autre bout du stade et pas forcément voir la compétition qui se passe de l'autre côté. J'ai envie de suivre le saut à la perche et manque de bol, je suis de l'autre côté. Donc il y a cette possibilité d'avoir un second écran et d'avoir soi-même la possibilité de revivre le ralenti, de voir ce qui s'est passé, d'avoir à la fois les commentaires et l'image. On travaille avec des partenaires comme Vogo, on travaille sur des solutions avec Immersive.io qui permettent, en pointant avec son smartphone un joueur d'avoir ses statistiques. On parlait tout à l'heure d'avoir des solutions à moindre coût. C'est des solutions qui sont coûteuses à partir du moment où il y a déjà, à partir du moment où il n'y a pas les capteurs qui existent. À partir du moment où les capteurs existent, eh bien, on peut avoir des solutions qui baissent au niveau coût et on peut pouvoir les partager. Encore faut-il avoir l'autorisation de les partager, même si on reste dans le stade. Il y a cette aussi réflexion de se dire, finalement, quand je suis dans mon canapé, j'ai beaucoup plus d'informations et je vois beaucoup plus de choses que quand je suis dans le stade. Ça aussi, il faut qu'on arrive à faire, et là les organisateurs, on est à l'écoute aussi des organisateurs d'événements. C'est pas forcément vrai que pour le sport, c'est vrai pour beaucoup d'événements. Je parlais des concerts tout à l'heure, c'est aussi le cas. Eh bien, on a cette capacité, je pense, aujourd'hui de proposer des solutions. Les innovations technologiques sont là aujourd'hui. Il suffit de les proposer, de les transporter et de les mettre à disposition des utilisateurs dans le stade pour qu'ils aient eux aussi les mêmes informations que l'on a quand on est dans son canapé. Et ça, comme le disait Norbert, ça passe quand même énormément par le développement de la 5G dans les stades. Ça passe effectivement par les Wi-Fi spécifiques qui vont être installés dans les stades ou qui sont déjà installés dans les stades, et puis la 5G qui est en train de se déployer un petit peu partout. Il y aura la 5G aujourd'hui telle que l'on la connaît, qui est le niveau au-dessus de la 4G, donc c'est 10 fois plus de débit, c'est une latence très réduite, beaucoup plus de rapidité de réponse, donc ça permet de véhiculer l'image et les données, on a parlé de ces deux aspects-là. Et puis en 2023, on va voir arriver la 5G millimétrique,
qui va nous permettre, en plus, de prioriser la bande passante. Aujourd'hui, c'est un gros problème pour un média, par exemple, de ne pas avoir la certitude de pouvoir retransmettre des images. On l'a typiquement pas fait, nous, sur le départ de la Transat Jacques Vabre, parce on savait qu'il allait y avoir de l'engouement, qu'il allait y avoir énormément de personnes massées au Havre et le long de la côte jusqu'à Étretat, et que la bande passante des réseaux mobiles allait être très très vite saturée. Demain, on aura cette capacité de pouvoir séparer la bande passante, la prioriser, et pour les médias, ça va être des bouffées d'oxygène avec des réseaux mobiles disponibles pour pouvoir retransmettre de l'image. Donc la 5G, c'est une grosse attente. Il y a beaucoup de services qui attendent justement la 5G pour l'utiliser, donc l'image, le son et puis les données data. Toute la partie intelligence artificielle aussi qui va être véhiculée par cette 5G. Et très très vite, on va vite s'apercevoir que la 5G va être vite occupée et qu'il faudra passer vite à la 6G. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Peut-être on va voir s'il y a quelques questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, pas pour le moment. Ah, une question. Je vais vous passer un micro, monsieur. Si vous pouvez vous lever. Oui, pardon, bonjour. La 5G, finalement, en termes de production, est-ce que ça remplace la HF ou pas, et quand? Est-ce que ça, j'ai pas compris, est-ce que ça la remplace? En production, tout simplement. Bon, il y a déjà un certain nombre de tests qui ont été faits, par exemple sur des marathons ou des choses comme ça. C'est avec du live view amélioré ou autre. Alors, est-ce que jusqu'où ça va? Et est-ce que, en particulier en tant que diffuseur, on a toujours été un peu réservé là-dessus? Alors non, je pense que c'est complémentaire, et la 5G. C'est de la mobilité, donc ça va être un support complémentaire à des services que l'on peut proposer en mobilité. Ça va être se promener dans les allées de Roland-Garros et pouvoir retransmettre en direct une émission. Ça sera possible justement sans fil à la patte, parce qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un câble qui vous suit ou d'avoir un lien satellite, et parfois le satellite, ça répond pas à la demande parce qu'on a une latence qui est trop importante. Ça va être un complément de moyens à l'ensemble des équipes qui réalisent justement les productions. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un point. Ouais, il faut dire que jusque-là, nous, on se focalisait sur des caméras câblées, fibres ou ainsi de suite. C'est vrai que l'arrivée des multiples LiveView, TVU Pack, AVIOS, tout ça, a un peu débloqué les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en complément de nos moyens qui sont, d'ailleurs, on les a beaucoup utilisés sur les Paralympiques, hein, Fabrice, tu peux le justifier. On a basculé un peu notre mode de production avec ces cartes multi 4G. Le problème, c'est que sur Tokyo, on l'a beaucoup utilisé parce qu'il n'y avait pas de public. Mais effectivement, la 5G, aujourd'hui, je la vois comme quelque chose qui va nous aider à pousser dans ce sens-là. Mais on va se retrouver, je pense, à terme, dans la même saturation qu'on a avec la 4G, parce que tout le monde va vouloir l'utiliser, tout le monde va vouloir Et le fait de la sectoriser, je pense que c'est la bonne solution, parce que notre problème aussi, quand on est dans un stade, c'est on se dit, on n'a pas de connectivité parce que ça ne passe pas, il y a trop de monde, tout le monde a aujourd'hui un smartphone, il y a une quinzaine d'années, il y en avait un parmi 10, aujourd'hui, tout le monde a un, voire deux modules. Donc ça multiplie le nombre de demandes sur un réseau qui reste assez faible dans un lieu. Donc la 5G, effectivement, je la vois comme quelque chose qui va aider à développer ça, à décoincer pour tout ce domaine-là, et on pourrait l'utiliser effectivement en production. C'est un vrai plus. Quand on se retrouve dans une interview où on se retrouve dans la Pampa et que tout d'un coup, on peut faire une interview au milieu de nulle part dans une maison, c'est vrai que ça change complètement la donne pour la production, pour l'imagination de ce qu'on peut s'en faire. Donc effectivement, au moment donné, on a besoin de ce développement-là. Je reste un peu, en tant que vieille télé, pardon, excusez-moi, on a du mal à se projeter entièrement dans ce modèle-là. Donc on va se sécuriser avec de la fibre, on multiplie, en plus on fait de la sécurisation satellitaire pour être sûr de bétonner notre dispositif, parce que ça ramène, on a des millions de personnes en face qui regardent réellement ce que l'on fait. Donc c'est le nombre qui fait aussi l'obligation pour nous d'être performants et surtout sécurisés. Et de faire une totalité de 5G ou de 4G sur des événements,
c'est un peu risqué, quoi. Oui. Oui, et je pense que pour compléter, les solutions qui permettent de retransmettre tous les sports, quels que soient les lieux où on se trouve, eh bien, ça permet d'ajouter encore une fois un complément. On peut amener une FTTH sur une enceinte sportive, une salle de sport, et parfois c'est pas possible de l'amener. Et si on a la 5G, ben, ça peut être le complément pour retransmettre justement de ce type d'image, ce type de retransmission finalement. Et de couvrir tous les sports pour tout le monde. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la remote production. On en parle depuis quelques années, elle est effective. On en a parlé justement avec l'expérience France TV sur le studio virtuel. Néanmoins, on voit encore des cars régie près des stades, on voit encore du monde près des stades. Elle est où la limite aujourd'hui, ou plutôt, quelle est la limite de la remote production au moment où on se parle? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La limite, elle va être, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même amener un signal d'un point A à un point B. Donc, ça dépend de la connectivité qu'il y a, ça dépend du système qui te permet de ramener les images et à la vitesse à laquelle elles arrivent. Parce que de plus en plus, on essaie de miser sur, on va continuer à filmer un match. Par exemple, pendant un match, tu as 10 caméras, 10 feeds qui te vont arriver dans ta régie déportée. Il faut que tu puisses les switcher et puis du coup en faire un produit complet. Bon, d'accord, ça marche. Mais derrière, il y a toujours besoin de mettre de la technologie derrière. Donc on se retrouve aujourd'hui avec, encore aujourd'hui, c'est en train de se miniaturiser, de se réduire. On est encore aujourd'hui, même en faisant de la remote production, avoir un car qui récupère ces caméras, parce qu'elles sont corrigées encore, elles sont encore traitées, avant même de partir en feed et d'être exploitées. Donc on n'est pas encore dans le moment où on va mettre une caméra en place, tu te retrouves à l'autre bout et tu réalises. Tu peux le faire, mais c'est pas dans la même... un problème de risque encore de savoir si la rupture... Alors quand on est sur place, c'est plus facile, on a le câblage qui arrive, ça va directement dans ton car, tu réalises, ça part. La remote, c'est intéressant de ramener tout. C'est toujours une question de connectivité en fait. Voilà, exactement. Si tu as le tuyau qui va bien, normalement, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, les tuyaux dans les stades en France, quand même, on en est où? Oui, je peux compléter par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a deux aspects. Je parlais une nouvelle fois de tous les sports. Je pense qu'elle est même dans un sport premium. Je prends l'exemple de l'arrivée du Vendée Globe. Arrivée du Vendée Globe, les 10 premiers, ils ont eu droit à une régie, car-régie, etc., la grosse production. Et puis ceux qui sont arrivés après, ils ont eu droit à une technologie remote avec une régie dans le cloud, opérée depuis Paris. Et puis, malgré tout, il y avait quand même la retransmission de l'ensemble des skippers et des skippeuses qui sont arrivés après ces 10 premiers. Je vais compléter après. Non, et c'est pour rebondir sur une conférence qu'on a faite tout à l'heure sur l'IP. Il n'y a pas un seul modèle de remote prod. En fonction des besoins et de ce qu'on attend, l'exemple du Vendée Globe, il est très bien. Suivant ce qu'on a besoin de faire, on peut jouer avec les blocs de process où on met les gens. Mauvaise période par laquelle on vient de passer le Covid, on ne pouvait pas aller vraiment sur les stades. En Angleterre, la Première Ligue avait repris plus tôt qu'en France. Tout a été réalisé à distance. Ils envoyaient des cars, mais pas les personnes. Les cars étaient vides. Ils avaient les gens à distance parce qu'aujourd'hui, les panels de contrôle sont en réseau et pour la problématique de bande passante, on envoyait que le multiview, le programme. Et en fait, les modèles de remote prod, il y en a plein et on peut utiliser le cloud parce que certains programmes peuvent le faire. Tu parlais de ce que vous faites, vous utilisez énormément de cloud, ça s'y prête très très bien. Dans des grands événements premium pour des antennes nationales, on va envoyer des moyens techniques beaucoup plus complexes parce qu'on va avoir plus de caméras, on va avoir une histoire aussi qu'on va vouloir raconter de manière plus complète. Donc tous ces modèles-là, ils existent. Connectivité, mais avant tout, moi j'ai toujours un point, c'est la latence. Quand on fait du direct, le direct, c'est la latence. Quand j'entends 2 secondes de latence, on est déjà dans des niveaux de latence qui sont très très importants. Nous, quand on parle avec nos clients pour un réalisateur, si on lui met plus de 120 millisecondes de décalage, parce qu'après, il faut aller voir un réalisateur ce qui se passe dans un camion ou dans une régie. Ça parle. L'interphonie, on n'en parle jamais dans ces confs-là, mais ça parle. Et si vous avez 2 secondes de latence pour parler, sur un plateau, ça peut aller en habillage, mais pour la production en tant que telle, c'est autre chose. Donc l'habillage, oui, avec 2 secondes. En production, 120 millisecondes, grand maximum de ce qu'on a fait comme test. Eric, pour finir peut-être.
Oui, pour finir, c'est effectivement, hein, c'était un des points que je voulais ajouter. Depuis l'Euro 2016, l'héritage que l'on a eu au niveau de la remote production, c'est chez Orange Event, c'est d'apporter nos solutions pour la vidéo arbitrage. On a vu arriver, donc aujourd'hui, c'est Orange Event qui câble les stades pour que en Ligue 1, il y ait cette vidéo arbitrage qui fonctionne. Donc là, encore une fois, il faut de la rapidité pour le traitement de l'ensemble des images. Et tout ça, c'est centralisé. Au départ, il y avait une multiplication de quarts régie par stade avec des arbitres dans chaque quart régie. Donc on imagine la multiplication des arbitres et des moyens nécessaires pour chaque stade. Tout ça maintenant c'est centralisé. Donc c'est un exemple de remote production. Et puis effectivement il y a cette nécessaire besoin d'apporter des solutions complémentaires pour cette partie de contrôle des images à distance. Et on ne peut pas, je dirais, tu posais une question sur la limite. Pour moi, la limite, c'est l'humain. Une personne qui est sur l'événement, dans le stade ou sur un quelconque événement, il va sentir, il se passe un orage, il va monter un orage. Quand on est à 1000 km, c'est plus compliqué pour un réalisateur de sentir ça. Et je pense qu'aujourd'hui, une des limites, c'est l'humain. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Je crois qu'on va en rester là. Merci beaucoup de votre participation à ce panel. Je vous invite à revenir à 18h dans cette Agora, l'Agora numéro 1, pour assister au pitch de la cérémonie de remise des prix du hackathon Human to Sport. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, 5 équipes vont nous proposer leurs solutions innovantes. Pourquoi? Afin d'engager le spectateur hors les stades et dans les stades à l'horizon de Paris 2024. Donc voilà, on est en plein dans le sujet et je crois qu'il y a des choses très intéressantes. Il y avait 14 équipes qui se sont regroupées pendant quelques jours pour proposer des solutions et 5 d'entre elles ont été retenues et ils vont venir pitcher et recevoir leur prix d'ici une petite demi-heure dans cette Agora. Merci beaucoup. Merci.